Bonsoir Pascal Manoukian. Bonsoir. Vous êtes écrivain, ancien grand reporter de guerre. Vous avez été le patron de l'agence de presse CAPA. Et si vous êtes notre invité ce soir, eh bien, c'est pour nous parler de ce roman, Le paradoxe d'Anderson. C'est aux éditions du Seuil. Vous parlez de la France d'aujourd'hui, la France des classes moyennes, la France des classes ouvrières. Et vous nous racontez l'histoire d'une famille qui habitent dans l'Oise, frappés par la crise. Les usines délocalisent. Du jour au lendemain, les parents n'ont plus de travail. Et à partir de là, leur vie bascule. Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'Aline et Christophe, qui sont un couple d'ouvriers, qui sont devenus contremaîtres. Ils sont nés avec la crise. Pour l'instant, la crise ne les a pas rattrapés. Ils vivent comme beaucoup de familles modestes françaises, avec beaucoup d'amour entre eux. Ils se protègent comme une couvée de chiots. Ils ont des plaisirs simples. Ça suffit à leur bonheur. L'amour qui s'échange suffit à leur bonheur. Et puis, comme ça se passe souvent aujourd'hui, malheureusement, ça tourne au drame. Leurs deux usines ferment. Et ils vont essayer de protéger leurs enfants de ce malheur. Leur fils Mathis, qui est un petit garçon à la santé fragile, et puis leur fille qui passe le bac. Donc ils vont essayer de faire comme s'ils vivaient comme avant. Et ils vont déborder d'imagination, parfois avec de l'humour, parfois avec des situations cocasses, parfois avec des situations dramatiques, pour essayer d'épargner leur fille en cette année du bac. Or, il se trouve que leur fille Léa passe le bac en économie et qu'en même temps qu'ils lui mentent, ils sont obligés de réviser avec elle tout ce qui a fait la grandeur du monde ouvrier et tout ce qui est en train de le détruire aujourd'hui avec la nouvelle économie. Ce que vous décrivez, finalement, c'est un roman ou c'est une enquête journalistique? Vous auriez très bien pu en faire un documentaire. Pourquoi avoir choisi ce support-là? Parce que j'ai fait beaucoup d'années de journalisme, que je suis passé à la fiction, que c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais j'ai gardé quand même mes réflexes de journaliste, c'est-à-dire que ce sont de véritables romans, puisque les histoires sont inventées. Des personnes que vous avez peut-être rencontrées, certaines. Il y a des gens que j'ai croisés en réalisant des reportages, bien sûr. Mais disons qu'à chaque fois, mes romans sont documentés. Donc voilà, c'est que les gens à la fois prennent le plaisir de lire, mais qu'ils en sortent aussi avec un certain nombre de réflexions et d'informations. Vos précédents romans, vous parlez des réfugiés, vous parlez de Daesh. Cette fois-ci, vous parlez des invisibles, des drames, mais qui se passent à côté, sous nos yeux. C'est une violence ordinaire, finalement. Oui, c'est-à-dire que mon premier roman s'appelait Les Échoués. Je parlais de gens qui échouaient en France. Mon deuxième roman était sur l'embrigadement de Daesh. Je parlais de Français qui partaient échouer en Syrie. Et là, je parle de ces gens qui échouent au pied de leurs usines, dans des cantons, que tout d'un coup... plus personne, qui disparaissent pour tout le monde. Au centre de votre récit, il y a une réflexion sur le déclassement social, justement, cette descente aux enfers dont vous parlez. Vous dites que ce déclassement social, aujourd'hui, il touche tout le monde. Infirmières, professeurs, artisans, médecins. Vous dites de ces médecins qu'ils sont devenus aussi pauvres que leurs malades. Oui. Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Oui, j'emploie une image qui m'est venue parce que je me souvenais d'une de ces émissions de cirque quand j'étais petit où les gens font tourner toutes leurs assiettes en même temps, les artistes, et puis on tremble pour eux parce que... Au long de longues baguettes. Oui, sur longues baguettes, et dès qu'une assiette vacille, on tremble. C'est ça aujourd'hui la peur de tout le monde, c'est de ne plus arriver à faire tourner ces assiettes ensemble. Et alors justement, cet engrenage-là du déclassement, vous décrivez un processus extrêmement rapide de la chute. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est licencié par un simple SMS. Il n'y a plus le patron n'est plus, on ne peut plus aller frapper à sa porte, on ne peut plus demander à sa femme qui a une bonne œuvre d'essayer de participer au financement du crédit qui est en cours et qu'on ne va plus pouvoir payer. Ce sont des sociétés qui sont à 10 000 kilomètres de là. Victor Hugo disait que l'enfer des pauvres, c'est le paradis des riches. Voilà, c'est un réflexe naturel de l'ultralibéralisme ou du capitalisme de vouloir faire du profit. Et aujourd'hui, comme on a rogné sur tout, la seule façon d'ajuster les choses, c'est sur les salariés. La seule variable d'ajustement, c'est de supprimer les emplois. Et ça se fait sans qu'on puisse même savoir d'où l'ordre est parti. Parfois, ça part à 10 000 kilomètres, parfois ce sont des sigles, ce sont des sociétés qu'on ne peut plus toucher maintenant. C'est ça qui arrive à beaucoup de gens. Alors, vos héros sont broyés par la mondialisation, vous le dites, et cette mondialisation, vous en parlez comme de la peste. Hein. Vous dites, contre cette épidémie-là, le monde est impuissant. Mais le paragraphe juste après, vos personnages vont manger chez McDonald's. Alors, on voit bien le paradoxe. Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, on est entre deux mondes. On est entre un monde ancien dont on a eu les clés, qui d'ailleurs est représenté dans le livre par un personnage qui s'appelle Staline, qui est le grand-père d'Aline, la maman, et qui, lui, a participé à toutes les luttes ouvrières et a participé aux droits acquis. Qui est très cultivé, qui est très cultivé. Et puis le monde de demain, dont on ne sait pas de quoi il sera fait, mais où, en tous les cas, on est sûr d'une chose, c'est que la violence sociale et le travail est devenu quelque chose d'anxiogène et de très peu sécurisé. Donc c'est à ça que sont confrontés les parents
Léa et de Matisse. Et justement, vous dites, plus les parents ont peur du déclassement, plus ils poussent leurs enfants à faire des études, plus les enfants ont des diplômes, moins ils trouvent de travail. Du coup, comment on fait? Quelle est la solution? Ça, c'est le paradoxe d'Anderson. C'est ce que dit le paradoxe d'Anderson. C'est le titre de votre roman. Ça veut dire qu'il vaut mieux encore avoir un diplôme pour travailler, pour trouver du travail, mais plus vous poussez vos enfants à faire des études et des études supérieures, moins ils trouveront un travail qui corresponde à leur formation. Eh bien, c'est ce dont rêvaient Aline et Christophe, d'avoir des enfants qui dépasseraient leur statut, et puis tout d'un coup... Le déterminisme social les rattrape? Bien évidemment. Moi, je suis issu d'un milieu ouvrier, pareil, modeste. Vous dédiez votre livre à mes parents, à vos parents oui, ouvriers. c'est ça, oui. Et c'est quand même, voilà, c'est une culture qu'on se traîne quand même toute sa vie, malgré les réussites, comme un t-shirt mouillé, quoi. Ça vous colle à la peau. Alors, vous décrivez la société aussi de surconsommation et une sorte de paradoxe aussi qui est comment est-ce qu'on réagit au moment de la crise. Et le paradoxe, c'est que cette crise, elle se retrouve dans les caddies des gens. Vous décrivez une scène où on voit, pour le coup, que ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Plus on est pauvre, plus on remplit les caddies. Oui, et surtout, plus il y a de pauvres dans un pays, plus ça devient un marché. C'est-à-dire qu'il faut bien que les supermarchés, il faut bien que, je ne sais pas, on a créé, par exemple, on a délocalisé des emplois pour faire des Renault, des Dacia pas chers pour les pays du tiers-monde. Et puis finalement, à force de délocaliser les gens, on a appauvri les ouvriers. Et aujourd'hui, ce sont les ouvriers français qui achètent des voitures Dacia qui viennent de l'étranger parce qu'elles sont moins chères. Donc ça n'a aucun sens. Une des conséquences de cette France à l'abandon, c'est une France qui capitule. Vous parlez d'une France recroquevillée et on sent la montée des extrêmes. Vous dites « Aucun village n'a résisté, c'est une seconde occupation sans char ni Gestapo. Cette fois, l'ennemi vient de l'intérieur. » Est-ce que ce livre aussi, c'est une manière de comprendre les ressorts de ceux qui ont la tentation de voter extrême droite, Front National? Oui, parce que dans l'Oise, dans tous les cas, c'est ce qui se passe. Moi, il se trouve que j'ai habité la région. Je disais que je prenais la route du front, parce que je prenais la route de village qui était à 65% Front National, où il n'y avait pas d'immigrés, c'était juste l'angoisse. Des campagnes abandonnées, des usines qui ferment. Vous parlez de la désertification dans votre livre. Bien sûr, parce que ce sont des régions laissées à l'abandon. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'élastique, c'est-à-dire que plus les écarts se creusent entre les riches et les pauvres dans un même pays, plus l'élastique est tendu et plus ça risque de craquer. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que... bien évidemment, il y a déjà à peu près 9 millions de familles qui sont sur le bord comme ça, du gouffre. C'est-à-dire qu'un incident peut les faire plonger dans la pauvreté. Plus cet écart se creuse, plus le risque, on va dire, de révolution, pour employer un mot qui n'est plus pour l'instant d'actualité, parce que la peur de perdre son travail est tellement forte qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité. Mais au fur et à mesure, et le jour où ça va toucher les classes moyennes, ce qui est en train d'arriver, c'est par les classes moyennes qu'arrivent en général les changements. Merci Pascal Manoukian. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Le paradoxe d'Anderson, c'est aux éditions du Seuil, et l'occasion de poser un nouveau regard sur cette France des invisibles. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une question que l'on se pose ce soir. Chômage, est-ce la fin du modèle français ?